Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant le Wargame Solo. Donc aujourd'hui j'ai sorti vraiment un gros jeu, un jeu Vae Victis. Donc les jeux collection d'histoire, collection jeux d'histoire de Vae Victis, Typhon sur le Pacifique. Ça fait un petit moment que je l'ai et donc c'est un jeu solo, normalement pour un ou deux joueurs. Alors on peut jouer à deux mais en fait c'est un jeu très orienté solo. Donc à la base il était là dans cette pochette. Euh, alors c'est vraiment un gros morceau, hein. Il est assez complexe. Il est assez grand. Donc là en fait là je suis sur un grand angle, hein, mais on est en format non pas A3 mais A2 si je dis pas de bêtises. Euh, et donc le livre de règles, plus la carte, les jetons, etc. et ma lunette de jeu, ben j'ai utilisé carrément un tableau en liège, un grand tableau en liège où j'ai pu coller encore une fois, hein, avec de la pâte à fixe, les unités. Voilà, comme je viens d'effectuer le déploiement, en fait, on est prêt pour le premier tour. Et donc c'est un jeu solo où on recrée la bataille du Pacifique, donc les Japonais contre les forces alliées, les Américains, les Chinois, les alliés en fait, et les Anglais, je les ai oubliés, et donc par exemple les Hollandais, etc. Donc le jeu commence juste après l'attaque de Pearl Harbor, l'attaque surprise de Pearl Harbor, et au début du jeu en fait, le joueur contrôle les forces japonaises, donc qui sont déjà engagés notamment contre la Chine depuis 1937, comme le jeu commence en 41. Et comme c'est juste le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, ben, on va aussi attaquer tout ce qui se passe dans le Pacifique Sud et aussi dans les jungles la jungle asiatique, notamment la Thaïlande, etc. Et c'est en fait le joueur allié, et à ce moment-là, enfin, il sera passif, hein. Jusqu'au moment de la bascule, qui peut arriver soit en 1942 ou en 1943, ce sera à partir du moment où les forces japonaises n'avanceront plus. Donc c'est à ce moment-là que le joueur doit se dire stop, là les Japonais sont bloqués, on fait l'inverse. Et donc c'est les alliés qui prennent la main, et le japonais qui devient passif. Donc au début du jeu, en fait, les japonais doivent utiliser des points logistiques. Euh, pour, ils doivent marquer des points logistiques. D'ailleurs, il y a le petit tableau qui est ici. Les points de production, points de marine marchande, pour essayer de pouvoir créer en fait des, euh, des unités, faire bouger leur force, voilà, tout en maintenant en fait une liaison, comment dire, entre le Japon et les îles occupées. Par exemple, ici, on voit très bien que cette zone Honshu, où il y a Tokyo des Japonais, trace une ligne virtuelle jusque par exemple les îles Carolines, ou même les îles Marshall. Voilà, donc il faut tout le temps essayer de maintenir ce type de zone de ravitaillement. De la même manière, les US maintiennent une ligne virtuelle, parce que normalement tout ça c'est aussi aux US, hein, j'ai juste pas mis les marqueurs qui vont avec, mais pour l'instant jusqu'à Sumatra. Et même on peut directement créer une ligne virtuelle de l'Inde à, à Pearl Harbor. De la même manière, tout en haut, là, au niveau des îles Aléoutiennes, c'est aux États-Unis. Voilà. Le reste, c'est japonais. Il y a bien sûr des zones interdites, comme par exemple la Russie, etc., qui n'intervient pas en jeu, mais la Chine est bien présente. On peut voir donc les unités nationalistes et les unités communistes, qui seront de plus en plus présentes au fur et à mesure que les unités nationalistes sont détruites. Là, on voit tout un
on peut dire, tout un échantillon d'unités différentes. Donc on a des unités terrestres, des unités maritimes, des unités aériennes. On reconnaît par exemple ici les P-40 américains, là, les Mitsubishi Zero japonais, etc. On voit même ici des B-17 américains encore stationnés dans les îles des Philippines, etc. Donc là, on se doute bien que le japonais va tout de suite réussir à envahir un petit peu comme dans la réalité, hein, les grandes zones intéressantes, puisque lui, il a surtout besoin de capturer, vous voyez là, les zones de ressources, qu'on trouve notamment en Malaisie, à Sumatra, etc. Et par exemple à Java, on a notamment aussi les points de marine marchande, qui augmenteront la marine marchande japonaise. De la même manière, le jeu, alors je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, est divisé en tours où là on commence en hiver. Il y a tout ça qui est déjà placé, mais en hiver, les zones dites du Grand Nord ne peuvent pas être accessibles. Et de la même manière, les zones en été, qu'on voit ici, sont comment dire, usées par la mousson. Donc les troupes ne peuvent pas vraiment s'y déplacer, etc. Alors, il y a tout un tas de règles différentes. Je vais rentrer dans les détails dans d'autres vidéos, mais en tout cas, c'est un jeu asymétrique. Dans le sens où, de la même manière que dans la réalité, les Américains ont au début subi la guerre, jusque dans les années 42-43. En fait, c'est plus ou moins au niveau de la bataille de Midway, etc., que l'Amérique a ensuite, enfin les Alliés, avec l'Angleterre, etc., ont ensuite repris le contrôle, de la même manière que longtemps, même jusqu'en dans les années 44, enfin en 44, le Japon continue à avancer dans les jungles birmanes, etc. Et c'est par après en fait que il y a eu une bascule en fait et que les Américains ont réussi à reprendre le contrôle. Et donc le jeu se base là-dessus en fait. Il faut essayer de marquer le plus de points pour ensuite continuer avec l'adversaire. Voilà, alors je rentrerai dans les détails dans une prochaine vidéo, mais en tout cas là, c'est parti. C'est la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. À bientôt pour la suite.